On a voulu finir avec Delphine sur un sujet qui est un peu grave, mais on a voulu le traiter avec légèreté. On voulait parler de l'échec. Dommage pour ceux qui sont déjà partis, parce que c'est vraiment, on finit en fanfare. L'échec, je ne sais pas où vous en êtes, vous, avec l'échec. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur ? Est-ce que c'est quelque chose... c'est un vrai sujet, quoi. Hein. Et alors, pour en parler, on ne peut pas dire qu'on a fait appel aux champions de l'échec, mais non. C'est des trucs sympas, tu sais. On a pris un super loser. Pas du tout, c'est le contraire. On a pris une star pour venir en parler. C'est quelqu'un que vous connaissez, c'est un entrepreneur. C'est un super animateur sur BFM. Et c'est surtout l'auteur d'un livre que je ne saurais que trop vous recommander d'acheter parce que ça donne la pêche et que ça fait voir. C'est tout à l'opposé de la déprime. C'est « Ne me dites plus jamais bon courage ». Merci de faire un triomphe à Philippe Bloch. Merci Catherine. J'attendais la fin du jingle. Merci infiniment Catherine. Je suis ravi d'être avec vous. Le temps est super compté. Je sais qu'il est tard. On est vendredi soir. On m'a dit tu fais encore plus court que prévu. Je t'ai même fait des fiches pour être sûr de ne rien oublier, ce que je fais assez rarement. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on m'a demandé d'intervenir sur l'échec parce que ça me rappelle chaque fois. C'est assez rare qu'on me demande ce thème, je vous rassure. Mais ça me rappelle chaque fois, en fait, il y a à peu près 10 ans, il m'est arrivé un truc qui arrive parfois aux entrepreneurs quand leur entreprise ne gagne pas assez d'argent assez vite et qu'il faut faire rentrer des investisseurs, qu'on se dilue et puis on perd le pouvoir dans son entreprise. Et il se trouve que je me suis fait débarquer de ma propre entreprise en 2004. Et 2 mois après, je reçois un coup de fil de la rédactrice en chef du journal des cadres, dont je vous rappelle quand même que la définition dans le dictionnaire, c'est une structure rigide qui entoure du vide, il ne faut jamais l'oublier quand on pense aux cadres, et qui... non mais c'est la définition du dictionnaire, hein, qui m'appelle en me disant « Je vous appelle parce qu'on fait dans 2 mois une couverture sur le thème de l'échec. On a pensé vous mettre en couverture, est-ce que ça vous tente ?» Alors, je dis « Écoutez, c'est super sympa de m'appeler, j'en ai parlé à tous mes potes. » Évidemment, ils m'ont tous dit « Ne fais pas ça, tu vas être un loose, le roi de la loose pendant 15 ans. » Et je l'ai fait avec un grand bonheur, pour tout vous dire, parce qu'à l'époque, j'avais créé une chaîne de café qui s'appelle Columbus Café, qui en était à son 40e point de vente, 250 salariés. C'était pas totalement un échec, même si on a mis du temps à gagner de l'argent. Et en fait, je l'ai fait avec le même plaisir, pour tout vous dire, que j'avais pris 1 an avant, d'ailleurs, à écrire un livre qui s'appelle Bienheureux les fêlés. C'est toujours difficile de trouver un titre de bouquin. Et Bienheureux les fêlés, c'est extrait d'une citation de Michel Audiard, qui dit « Bienheureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière ». Et ce que je voulais dire avec ce titre, c'est qu'en fait, le métier d'entrepreneur, c'est quand même le métier le plus beau du monde, même si c'est un peu le plus fou du monde. Un bouquin, d'ailleurs, que mon épouse n'a jamais lu. Je veux dire, mon épouse est américaine, j'ai une grande chance, elle est américaine, elle parle toujours assez mal le français. Et c'est une grand bonheur parce qu'elle n'a jamais lu ce bouquin. Donc elle n'a jamais su ce à quoi elle avait échappé, en fait, pendant 10 années de galères, d'emmerdements, etc. Parce que je crois qu'on a tous, en tout cas les entrepreneurs dans cette salle, je sais qu'il y en a beaucoup en commun, un point commun, c'est notre capacité en fait à importer de l'angoisse et exporter de l'enthousiasme. Et ce qui est intéressant, c'est que moi je me souviens d'avoir entendu un jour Geoffroy Roux de Bézieux, qui est aussi un grand entrepreneur, dire que l'échec, c'est un petit peu comme finalement une cicatrice sur le visage d'un mafieux. C'est-à-dire quand il n'y en a pas, il n'est pas crédible. Et effectivement, je crois qu'on a un vrai problème en France là-dessus. On dit que l'échec est réhabilité. Je crois que ce n'est pas tout à fait le cas. On en parle beaucoup de l'échec, mais il est encore perçu de manière extrêmement négative, à la fois dans le milieu des banques et puis des gens qui vous jugent. On vient d'une table ronde là sur l'innovation. Et je pense que si on n'est pas assez innovant en France, c'est qu'on ne tolère pas assez d'échecs dans les entreprises. On prend les gens tout le temps en flagrant délit d'échec et rarement en flagrant délit de succès, par hasard. Et je crois que c'est important de se dire que l'échec, il a des vertus absolument fondamentales. Pour vous faire un truc très intéressant et très court, au bout d'1 année de la création de Columbus en 93, donc vous voyez, c'était en fait à l'époque, on ne connaissait même pas encore Starbucks, il y avait 200 cafés Starbucks aux États-Unis, on s'était loupé, on s'était planté, et j'étais allé voir à ce moment-là, 2 ans après, le patron de la Fnac, parce qu'on avait dû effectivement penser autrement, exactement, out of the box, pour lui proposer qu'on installe des cafés dans la Fnac. Il m'a accueilli en me disant, vous savez Philippe, moi je vous aime bien, j'avais écrit il y a 20 ans ou 30 ans déjà un bouquin qui s'appelle Service compris, qui avait été un énorme succès. Et il m'a dit, j'aime bien votre bouquin Service compris. Puis il y a un truc que je préfère chez vous, c'est que je sais que vous avez fait l'échec en 82, mais moi ce que j'aime chez vous, me dit-il, c'est que vous avez fait l'échec en 95. Il trouvait ça drôle. Moi, ça m'a un peu déprimé, mais il était simplement en train de me dire un truc important sur l'échec. Il est en train de me dire en fait qu'on n'apprend jamais rien de ses succès. Et je crois sincèrement que quiconque a échoué sait ce qu'il ne refera jamais. En revanche, quand on a eu quelques échecs, eh bien, on a la possibilité de rebondir. Et vous savez, je reviens un peu sur le bouquin qu'évoquait Catherine, parce qu'on va passer 10 minutes sur l'échec, mais un peu sur l'état d'esprit. Parce qu'au fond, le fait qu'au bout de 10 années d'emmerdement, de lutte, etc., on a quand même réussi à créer une belle entreprise avec Columbus, même si aujourd'hui je n'y suis plus, j'en reste actionnaire, elle se développe sans moi, c'est que ça démontre clairement en fait que l'échec et le succès, ils sont clairement dans nos têtes. Et pour tout vous dire, quand j'ai écrit ce bouquin, Service compris, il y a 30 ans, je rentrais de coopération aux États-Unis et j'avais, en entrant, été effaré de l'état d'esprit des Français déjà à l'époque. J'avais écrit ce bouquin en fait avec un projet secret qui était de rendre tous les Français souriants et serviables. Je reconnais que le projet n'est pas totalement abouti. Non, mais le projet n'est pas totalement abouti.
Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai récidivé effectivement il y a un an avec ce livre au titre un peu bizarre qui s'appelle Ne me dites plus jamais bon courage, qui est sous-titré Lexique antidéprime à usage immédiat des Français. Et en fait, je le dis dans l'introduction, en fait, c'est né en fait dans un ascenseur de la Défense. Il se trouve qu'il y a un an où je ne joue pas tous les matins à la Défense, mais j'étais dans un de ces ascenseurs de justement une entreprise du CAC 40. Et on s'arrête au moins 15 fois avant d'arriver au 20e. Et à chaque étage, chaque fois qu'on en abandonnait un, il lui souhaitait bon courage. Je me suis dit, il y a un problème. Il y a un problème dans cette entreprise. Je prends un après-midi, je vais à Marseille le même jour, et il se trouve que quand j'arrive à avoir, comme vous, 30 heures avant sur Air France, je réserve ma place, j'aime bien le siège 2D, c'est bien parce qu'on est proche de l'avant, enfin on est bien. J'étais siège 2D, et donc proche du cockpit et du steward qui ferme la porte du cockpit, et il dit au pilote bonne chance, bon courage. Je me dis merde, il y a un pépin, on a un sujet. Je prends un taxi qui me souhaite bon courage. Je dis mais qu'est-ce qu'ils ont tous à me souhaiter bon courage? C'est juste qu'aujourd'hui, en France, bon courage a remplacé bonne journée. C'est absolument incroyable quand on y réfléchit 2 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a tellement pas d'envie d'y aller. On a tellement des gens qui ont la peur au ventre, qui ont l'estomac en tire-bouchon, qui n'aiment pas leur vie, qui n'aiment pas leur boîte, qui n'aiment pas leur patron, qui n'aiment pas ce qu'ils font, qu'on est arrivé à une absence totale de projet, d'envie de l'avenir, qui me semble être un énorme enjeu sur lequel il est urgent de le combattre. Et c'est comme ça en fait que j'ai identifié dans le bouquin 11 autres expressions contre lesquelles j'essaie de lutter un petit peu. Et je vous en donne juste quelques-unes parce qu'elles sont toutes intéressantes et à mon avis indicatrices ou indicatives d'un état d'esprit du moment qu'il est urgent de combattre. J'ai écrit pendant 10 ans une chronique dans le magazine L'Entreprise. Vous savez, quand on écrit tous les mois une chronique, il faut trouver des sujets nouveaux, c'est pas toujours facile. Et souvent, je le fais dans le TGV, parce qu'on est un peu peinard, on écrit un truc. Et ce jour-là, je n'avais pas de sujet. Mais j'ai eu de la chance, c'est que dans le TGV, il y a toujours les 2 gars qui hurlent à côté de vous. Ils étaient en pleine forme. Et dès que l'un disait un truc, l'autre lui disait « tu as raison, mais le problème, c'est que… » Mais cette phrase est insupportable. Il n'y a pas une réunion dans aucune entreprise, dans aucune famille le week-end où si on n'a pas trouvé le problème, on n'est pas heureux. Parfois, il n'y a pas de problème. La vie peut aussi être simple, elle peut être fluide. Mais on a une culture mentale aujourd'hui en France qui fait que si on n'identifie pas les problèmes, on n'a pas fait le boulot. Je pense que c'est autoréalisateur et qu'il faut que si là-dessus on fasse attention. Une autre phrase, parce que vous savez, dans Bon Courage, il y a d'autres phrases merveilleuses en France. Il y a quand même le « ça va comme un lundi » et le vivement la retraite. Il est bien celui-là aussi. Parce que moi, quand je pense quand même, les gens qui disent vivement au café, vivement la retraite, vous pensez que le plaisir ultime, c'est d'aller rapidement à la dernière étape de sa vie. C'est quand même assez extraordinaire quand on y réfléchit. Et on ne s'aperçoit pas que ces phrases, elles nous pourrissent la vie. Et elles nous empêchent d'innover, de rêver grand. Alors là aussi, un des trucs qui a eu le plus de succès dans le bouquin, je ne l'ai pas inventé, quelqu'un me l'a fait remarquer, du coup je me le suis un peu approprié, mais je le cite dans le bouquin, c'est l'usage absolument excessif de l'adjectif petit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est l'adjectif le plus souvent utilisé dans la conversation d'un Français chaque jour. Regardez, ça commence par un petit déjeuner, ça s'appelle comme ça, c'est bon. Avec sa petite amie à qui on fait un petit bisou avant de partir. Vous arrivez au bureau, petit café quand même d'abord. Éventuellement avec une petite cigarette à l'extérieur, vous croisez un copain, vous dites, ou un collègue, tiens, je t'ai fait un petit mail. Ouais, mais envoie-moi comme un petit message. Alors, à part les startups, dans les grandes boîtes, on fait des petites réunions après en petit comité avec son petit chef, qui n'est pas d'ailleurs un compliment en France, hein, c'est limite petit con, qui est quand même un con de première catégorie. À midi, on déjeune nous dans un petit restaurant qui fait des petits plats aux petits oignons avec un petit vin de pays. Non mais attendez, mais c'est vrai. Vous savez, je parlais du CAC 40 et j'adore la Société Générale et j'adore le CAC 40, mais j'aimerais qu'on arrête de parler des petits patrons. C'est quoi un petit patron? Ok, un patron d'une entreprise de taille modeste, je veux bien qu'on arrête de parler de petits boulots. Qui a envie de faire un petit boulot? C'est tout se valorisant. Moi, la force qu'on a eue chez Columbus, c'est de créer un état d'esprit différent. Ça, on l'avait vraiment réussi, à partir d'une vision, d'une ambition, d'une envie, qui était de se dire, on ne va pas vendre du cappuccino ou des muffins, même s'ils allaient le faire différemment, et on espérait faire les meilleurs du monde. Mais on s'était dit, on va essayer de faire passer changer le monde, comme vous évoquiez tout à l'heure, ou changer la vie. On s'était dit, on va tenter de faire passer chaque jour à chacun de nos clients les 15 meilleures minutes de leur journée. Ben, on ne crée pas les mêmes entreprises quand on essaie de vendre un peu de bonheur à des gens qu'on ne connaît pas, qui ne reviendront peut-être jamais chez vous, ou simplement de vendre du cappuccino et des muffins. Donc quand on donne une vision, quand on oublie que le mot petit est le mot le plus ridicule, parce que franchement en France il y a quand même les grandes vacances et petit tout le reste, c'est quand même un vrai sujet auquel il faut qu'on s'attelle, pour que ça change. Il y a un autre élément, il se trouve, je vous l'ai dit, mon épouse est américaine et je ne peux pas m'empêcher d'y aller à peu près tous les 2 mois de ma vie depuis 30 ans. Il y a quand même un truc, et j'y suis encore rentré de Californie d'une semaine lundi matin, il y a quand même un truc qui me fascine chez les Américains, et c'est aussi une des phrases du bouquin, c'est qu'en fait, ils sont toujours plus rapides à se relever de toutes les crises que nous. Ils ont une résilience absolument incroyable. Ils ont une envie qui est, même malgré la crise, toujours intacte. Et un jour, quelqu'un m'a dit, tu sais, il y a une vraie différence entre eux et nous, c'est que l'Américain moyen, normal, il se lève le matin en disant, pourvu qu'il m'arrive quelque chose. Le Français se lève en disant, pourvu qu'il ne m'arrive rien.
Et ça donne la société de Jacques Chirac qui nous met le principe de précaution, qui nous empêche de devenir innovants parce qu'on est submergé d'emmerdements, de normes, d'interdictions, etc. Et je crois sincèrement que ça vient d'assez loin. De la même façon, quand je faisais ma coopération à New York, un de mes copains me dit, j'avais 2 copains, enfin un couple d'amis français, qui avaient des enfants assez jeunes qu'ils amenaient pour la première fois à l'école à New York. Et elle avait fait déjà l'expérience avant, parce qu'elle avait déjà eu un garçon en France. Elle me dit, c'est incroyable cette différence de mentalité. Moi, je me rappelle la façon dont je menais mon gamin à l'école, et je vois ces mères américaines, le premier jour à la maternelle, qui disent tout à leurs gamins, go and have fun. Vas-y et amuse-toi. Et elle se rappelait que la première fois qu'elle avait amené son fils à l'école, elle lui avait dit, fais attention, ne touche à rien, ne parle à personne. Et l'Américain qui fait une connerie, le gamin américain qui fait une connerie dans la journée, il se fait pas engueuler, il dit, tu feras pas la même connerie 2 fois. En France, on lui dit, tu vois, t'es bien le fils de ton père. Donc, si vous voulez, c'est quand même une culture un petit peu différente. Il y a une expression, et tout ça, c'est l'expression du bouquin, mais il y a des expressions insupportables. Le « ça ne marchera jamais ». C'est quand même le truc que tous les entrepreneurs ont entendu dans leur vie. Dès qu'on a un rêve, dès qu'on a une envie, mais même une envie pas forcément entrepreneuriale, le fait de se dire j'ai envie de déménager dans une ville que j'aime mieux, de quitter éventuellement ma petite amie, de changer de vie, j'en sais rien. Il y a toujours un couillon qui vous expliquera pourquoi ça ne marchera jamais. Et puis, tout d'un coup, il vous brise les ailes. Et vous vous dites, effectivement, peut-être que je suis nul, peut-être que je n'y arriverai pas, peut-être que j'en ai pas les moyens, etc. C'est une phrase insupportable. Et puis, il y a la phrase aussi terrible par rapport à la société de l'innovation dans laquelle on est en train de rentrer. C'est « on a toujours fait comme ça ». Je veux dire, Kodak, il avait toujours fait comme ça. Hein. Et M. Kodak, qui avait quand même dans ses rangs l'homme qui avait inventé le premier appareil photo numérique, et qui n'a pas voulu se remettre en cause, alors qu'ils avaient tous les atouts pour le faire, est assez extraordinaire. Et là-dessus, je crois qu'on a une obligation, on a évoqué pas mal de fois, je suis arrivé, pardonnez-moi, jusqu'à un petit peu avant la fin de la table ronde, j'ai entendu plusieurs fois de faire de l'out-of-the-box thinking, de penser en dehors de la boîte, etc. C'est absolument indispensable. Vous savez, moi, ce que j'ai toujours adoré chez Steve Jobs, sa capacité à penser un truc qui était fondamentalement son secret, je crois, qui est celui de l'innovation. C'est de toujours dire, les gens ne savent jamais ce qu'ils veulent tant qu'on ne leur a pas proposé. Personne, vous savez, moi je me souviens de l'iPad. Quand l'iPad est sorti aux États-Unis, à peu près un mois avant la France, j'avais 2 de mes copains qui m'ont dit tiens, tu seras la semaine de la sortie, est-ce que tu peux éventuellement en ramener un? Donc j'en ai racheté 2, etc. Puis au bout d'un mois, je les ai eu au téléphone, je leur ai dit est-ce que vous êtes content de votre iPad? Ils me disent je ne sais pas quoi en faire. Parce qu'au bout d'un mois, on ne savait pas quoi en faire. Parce qu'au début, on se disait, mais à quoi ça va servir ce truc-là? Aujourd'hui, ça nous est absolument devenu indispensable, on ne pourrait plus vivre sans. Et il y avait effectivement un besoin qu'il avait senti, mais que seul l'entrepreneur ressent. Et c'est pour ça que de se dire, on a toujours fait comme ça, c'est la pire des conneries actuelles. Et je crois qu'il est indispensable aussi de penser grand, et je terminerai peut-être là-dessus parce que le temps est compté, mais quand je dis petit, pourquoi est-ce que ça me paraît être un vrai sujet? C'est que tous les entrepreneurs savent qu'on ne réussit qu'avec un grand rêve. C'est-à-dire qu'en clair, si le rêve n'est pas excitant, évidemment, les emmerdements vont être là. Il n'y a pas une aventure d'entrepreneur qui ne soit pas pleine d'emmerdements, d'obstacles, etc. Mais si, au bout de quelque part, il n'y a pas un peu une lumière qui brille, on ne surmonte pas les obstacles. Moi, je me souviens d'avoir entendu David Douillet, qui disait moins de conneries avant d'être ministre, et qui disait un truc intéressant quand il était judoka. Et quand il était judoka, il disait un truc sympa. On lui avait dit, qu'est-ce que tu veux devenir, toi, plus tard? Il lui avait dit, je veux devenir champion du monde. Je vais devenir, c'est une décision que j'ai prise. Et effectivement, quand on a pris cette décision, il n'était pas meilleur que les autres. Mais simplement, comme son rêve était tellement excitant, eh bien, ça surmontait ses éventuelles faiblesses. Effectivement, il est devenu champion du monde. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est un peu de changer. On n'arrivera pas à changer le monde, forcément. Mais je crois qu'on peut changer notre regard sur le monde. On peut se dire qu'effectivement, vous savez, c'est Churchill disait, le succès consiste à aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Et je crois que fondamentalement, c'est ça qu'on doit arriver à faire. Débarrassons-nous des expressions à la con qui nous pourrissent la vie. Je vous interdis bon courage ce week-end à personne. Dites-leur bonne journée, favorisez les rêves des gens. Et puis je sais que Catherine adore une phrase de Jean Boissonnat, parce que j'ai été salarié de l'Expansion pendant 3 ans, j'ai été éditeur du magazine, et Jean était un type formidable qui était le rédacteur en chef du journal, et qui avait fait une phrase merveilleuse, parce qu'on est quand même encore dans une période un peu compliquée en France, mais il avait un message d'espoir que j'adore et que j'adore partager, et je termine là-dessus pour vous remercier de la gentillesse de me supporter si tardivement en fin de semaine. Une phrase que j'ai vraiment beaucoup aimée, qui dit « En économie, quand on craint le pire, on le fabrique. Et quand on compte sur le mieux, on y contribue. » Merci beaucoup de votre attention. Bravo, bravo.